Si vous consultez les horaires des vols long courriers, par exemple entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ou entre l'Europe et l'Asie, vous remarquerez une régularité frappante. Une grande partie des vols vers l'Est décollent en soirée, généralement entre 18h et 23h, heure locale de départ. Ce n'est ni une coïncidence, ni une simple habitude commerciale. Cette organisation se retrouve chez différentes compagnies, dans différents pays. Alors, une question logique se pose. Pourquoi est-il si important pour une compagnie aérienne d'atterrir à 6h10 du matin plutôt qu'à 8h30? Comment une différence d'1h30 peut-elle influencer la rentabilité d'une ligne? Et surtout, pourquoi des compagnies concurrentes, qui se disputent les mêmes passagers, finissent-elles par adopter des horaires presque identiques? Si ce n'était qu'une question de confort, les départs seraient beaucoup plus répartis dans la journée. Or, ils sont clairement synchronisés. Pour comprendre, il faut analyser plusieurs niveaux: le comportement humain, la mécanique du temps et l'architecture du réseau aérien. Commençons par le plus simple, la physiologie. Le corps humain fonctionne selon des rythmes circadiens, des cycles biologiques d'environ 24 heures. La nuit, le niveau d'éveil diminue, la température corporelle baisse et l'organisme se prépare naturellement au sommeil. Un vol long courrier dure entre 7 et 14 heures. C'est une période prolongée d'immobilité dans un environnement bruyant, à faible humidité et sous pression cabine réduite. En journée, le corps attend de l'activité. La nuit, au contraire, il accepte plus facilement l'inactivité. Lorsqu'un vol part le soir et traverse la nuit, une partie du trajet coïncide avec la phase naturelle de sommeil. Même si la qualité du repos à bord reste imparfaite, le simple fait de voyager pendant la nuit biologique rend le vol plus supportable. Cet effet est particulièrement visible sur les trajets vers l'Est. En traversant plusieurs fuseaux horaires, on perd des heures. Un départ nocturne permet d'intégrer le sommeil dans le voyage et d'arriver le matin à destination sans perturber totalement le rythme circadien. Les avions modernes ont d'ailleurs été conçus en tenant compte de cette réalité. Sur des appareils comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, l'éclairage LED est programmable. L'équipage peut ajuster progressivement l'intensité et la température de couleur en reproduisant un coucher de soleil artificiel afin d'aider l'organisme à entrer en phase de repos. Mais la physiologie n'explique que le confort. Elle ne suffit pas à expliquer pourquoi les horaires sont aussi strictement coordonnés entre compagnies. Il existe donc un niveau supplémentaire d'explication. La Terre tourne d'ouest en est. Cette rotation crée une asymétrie entre les vols vers l'est et vers l'ouest. En volant vers l'est, l'heure locale à l'arrivée est en avance sur celle du départ. La journée se raccourcit. En volant vers l'ouest, au contraire, elle s'allonge. Concrètement, les vols vers l'est se prêtent naturellement à un départ nocturne, la nuit étant partie absorbée par le trajet. Les vols vers l'ouest sont plus faciles à organiser en journée, car l'allongement du jour ne pose pas de contraintes particulières à l'arrivée. On observe ce schéma sur la majorité des routes transatlantiques. Les vols vers l'Europe sont majoritairement nocturnes, tandis que ceux vers l'Amérique du Nord sont plus souvent répartis dans la journée. Mais même cela ne répond pas à une question essentielle. Pourquoi les arrivées dans les grands hubs se concentrent-elles presque toujours dans une courte fenêtre matinale? Pour le comprendre, il faut passer de la physique de la planète à l'architecture du réseau aérien. L'aviation long courrier moderne fonctionne principalement selon un modèle de hub. Autrement dit, une grande partie des passagers ne s'arrêtent pas dans le premier grand aéroport d'arrivée. Ils prennent une correspondance. Les grands aéroports agissent comme des nœuds de redistribution. Leur fonctionnement est organisé par vagues. 1. Une série d'arrivées long courrier concentrées sur une période courte. 2. Les passagers effectuent leur correspondance. 3. Une vague de départ vers des destinations régionales ou internationales suit peu après. Ces banques d'arrivée et banques de départ maximisent le nombre de correspondances possibles et réduisent le temps total de voyage. C'est un élément clé de la rentabilité des lignes. Si un vol long courrier arrive après la fin de la vague de départ, les passagers perdent des correspondances optimales. Le trajet devient moins compétitif et les coûts opérationnels peuvent augmenter. C'est pourquoi les compagnies cherchent à faire arriver leurs vols intercontinentaux pendant les vagues matinales. Or, comme ces vagues commencent peu après le lever du jour, un vol traversant plusieurs fuseaux horaires vers l'est doit presque inévitablement décoller en soirée ou en première partie de nuit. Mais le modèle de hub n'explique pas tout. Imaginons qu'un vol long courrier arrive dans un grand hub à 6h10 du matin. Les passagers prennent leur correspondance. La vague matinale est terminée. Que devient l'avion?
Un gros porteur moderne est un actif extrêmement coûteux. Son prix catalogue peut dépasser 250 à 300 millions de dollars. Qu'il vole ou non, les charges restent maintenance, équipage, amortissement, redevances aéroportuaires. Il ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. Dans l'économie aérienne, un indicateur est central, le temps d'utilisation quotidien de l'appareil. Plus un avion passe d'heures en l'air, plus ses coûts fixes sont dilués. Un vol intercontinental de nuit, avec une arrivée le matin, permet de réutiliser l'appareil dans la même journée. Après les contrôles techniques obligatoires, il peut repartir sur une autre ligne. Résultat, un même avion peut effectuer 2 segments rentables en 24 heures. À l'inverse, une arrivée tard le soir conduit souvent à une immobilisation jusqu'au lendemain matin. Moins d'heures de vol signifie une efficacité économique réduite. Même une heure d'utilisation supplémentaire par jour, multipliée par toute une flotte et par une année entière, représente un impact financier significatif. Mais il existe un autre niveau d'explication. L'atmosphère. À environ 9 à 12 km d'altitude, circulent les courants jets, ou jet stream. Ces flux d'air puissants se déplacent principalement d'ouest en est. Leur vitesse moyenne est de 100 à 200 km par heure et peut dépasser 300 km par heure en hiver. La vitesse de croisière d'un avion long courrier, par rapport à l'air, est d'environ 850 à 900 km par heure. Lorsqu'il évolue dans un fort courant arrière, sa vitesse par rapport au sol peut dépasser 1000 km par heure, parfois atteindre 1100, voire 1200 km par heure. Les moteurs fonctionnent pourtant en régime normal. L'avion ne force pas. Il se déplace simplement dans une masse d'air qui, elle-même, avance rapidement. Pour les vols vers l'est, cela peut réduire la durée du trajet de 30 à 60 minutes, parfois davantage, tout en diminuant la consommation de carburant. Vers l'ouest, c'est un temps de vol plus long. Consommation accrue. Une nouvelle asymétrie apparaît donc. Les vols nocturnes vers l'est bénéficient à la fois du sommeil biologique, des vagues matinales de correspondance et des vents dominants en altitude. Mais il reste une contrainte décisive, les aéroports eux-mêmes. Dans de nombreux grands hubs européens, des restrictions nocturnes sont en vigueur. À Frankfurt Airport, les opérations régulières sont interdites entre 23 h et 5 h. À London Heathrow Airport, un régime nocturne strict s'applique entre 23h30 et 6 h, avec des quotas limités. À Zurich Airport, les restrictions sonores limitent fortement les vols tardifs et matinaux. Par ailleurs, les créneaux horaires, les slots, sont attribués à l'avance et extrêmement convoités, en particulier tôt le matin. Il en résulte une contrainte structurelle. Arriver après la fin des restrictions nocturnes, arriver avant le début de la principale vague de départ, disposer d'un créneau validé, réintégrer l'appareil dans son cycle opérationnel quotidien. Lorsque toutes ces contraintes se superposent, la fenêtre d'arrivée intercontinentale se réduit à quelques heures tôt le matin. Pour s'y insérer, un vol vers l'est doit logiquement décoller en soirée. Les horaires des compagnies semblent synchronisés non par entente, mais parce qu'elles répondent aux mêmes contraintes physiques, réglementaires et économiques.